Merci beaucoup de m'accueillir ce matin dans votre groupe Management et Prospective. Je viens vous parler de l'intelligence plurielle. Alors, qu'est-ce que l'intelligence plurielle? On doit repartir d'un constat que tout le monde partage aujourd'hui. Nous sommes dans un monde qui bouge et qui bouge de plus en plus vite. Alors pourquoi? Tout d'abord, la complexité du monde est de plus en plus importante. Nous avons des pays émergents qui deviennent aujourd'hui des pays dominants. Nous avons un modèle financier qui pourrait poser des limites et demander à être renouvelé. Nous devons réfléchir, plutôt que d'essayer de réfléchir mieux de la même manière, nous devons apprendre à réfléchir autrement par rapport à cette complexité. La deuxième chose, c'est savoir créer des liens. Pour plusieurs raisons. Nous devons aujourd'hui travailler dans des réseaux humains, des réseaux transversaux. Nous devons également savoir retenir les meilleurs dans les entreprises. Donc ça veut dire créer des liens solides, créer des liens authentiques et sincères avec les gens. Ce n'est pas quelque chose qui se crée de manière spontanée et sans y travailler. La troisième chose, l'évolution technologique dans laquelle on évolue aujourd'hui. Enfin, tout le monde y est confronté au quotidien. Un téléphone, par exemple, ne peut avoir une durée de vie que de 6 mois. 6 mois plus tard, il est obsolète. Donc on est dans un monde qui bouge aussi sur le plan technologique très très vite, à une ère de communication où on peut communiquer très rapidement avec un maximum de personnes et pour autant sans forcément maîtriser ces nouvelles formes de communication. Alors qu'est-ce qu'on va demander comme qualité aux organisations de demain? Quels challenges vont-elles devoir relever? Déjà apprendre à faire autrement. Aujourd'hui, on travaille sous la forme de benchmarking, c'est-à-dire qu'une entreprise qui réussit, qui est par exemple deuxième sur son secteur d'activité, va regarder comment on fait le premier, et puis va dire tiens, on va faire un peu plus comme le premier. Et sauf qu'en attendant, le premier aura pris de l'avance et qu'on sera toujours deuxième. Ça ne suffit plus, c'est très bien de faire ça, mais ça ne suffit plus. Pour gagner du terrain, il faut savoir créer une longueur d'avance, c'est-à-dire inventer les choses autrement. Ça devient indispensable. Bon, savoir créer des liens, je vous le disais à l'instant, c'est aussi tout à fait une nécessité de savoir créer des liens. Alors à la fois c'est une technique, mais à la fois il y a de la sincérité dans la création des liens. On ne peut pas créer des liens si on n'a pas envie de créer des liens. Donc il y a une sincérité qui met en œuvre des formes d'intelligence, des formes de rapport au monde qui sont différentes, qu'on va devoir travailler autrement. Réagir à des changements de plus en plus rapides, enfin on n'entend que ça, autour de nous dans les entreprises, les choses bougent et bougent très très vite. On a des gens qui ont un peu de mal à suivre la rapidité de ces changements, et c'est important de les aider. Et puis, opposer une vision constante à l'incertitude. Puisque tous ces mouvements, toute cette rapidité, toute cette complexité nous entraînent dans un monde qui est incertain. On ne sait pas du tout comment demain va nous être proposé. Donc ça veut dire là qu'il faut garder les pieds sur terre et savoir rester sur un axe, tout en acceptant tous les changements qui nous sont proposés. Donc c'est de plus en plus important aujourd'hui de parvenir à relever l'ensemble de ces challenges. Alors quels sont les talents qui vont nous permettre de mieux vivre dans le monde de demain? Donc développer sa capacité à innover, encore plus qu'hier, à faire différemment. Connaître et développer tous les talents disponibles pour créer justement de la valeur, mais de la valeur autrement. Il ne s'agit plus uniquement de créer de la valeur en termes de business, il faut également créer de la valeur en termes humains, créer de la valeur en termes de relations, de telle sorte que tous les acteurs en jeu soient gagnants. Mettre en place au sein de ces équipes une culture de l'apprentissage permanent. Il y a encore quelques dizaines d'années, on rencontrait souvent dans les entreprises des personnes qui occupaient une même fonction pendant 10-20 ans. Aujourd'hui, c'est devenu totalement impossible. On est obligé de se former en permanence, d'augmenter son employabilité et ses capacités, son domaine de compétences. Et puis travailler ses ressources peu exploitées, comme ses capacités sensorielles, ses compétences sensibles, les capacités qui correspondent à l'imagination et à la mémoire sous toutes ses formes. La mémoire, c'est-à-dire l'ensemble des connaissances que nous avons acquises, qui sont des connaissances liées à la mémoire individuelle ou collective, et qui sont autant d'atouts qui nous permettent aujourd'hui de trouver de nouvelles solutions pour demain. Utiliser et travailler son intuition. Alors l'intuition, comme disait Spinoza, c'est la forme suprême de l'intelligence. L'intuition, c'est pas quelque chose de magique
qui tombe de nulle part. Notre cerveau est une machine extrêmement sophistiquée qu'on découvre de plus en plus, mais dont on connaît quand même encore peu de choses. On reçoit toutes les secondes 10 000 informations au cerveau. On est bien évidemment incapable de toutes les traiter consciemment, mais on les reçoit. C'est ce qu'on appelle l'intuition. C'est-à-dire qu'on reçoit des informations de type émotionnel, de type sensoriel, et elles sont traitées par le cerveau ou pas traitées par le cerveau. Quand on arrive à être suffisamment ouvert, cet ensemble des informations, de temps en temps, nous guide vers la bonne décision, sans qu'on s'en rende compte. On serait incapable d'expliquer pourquoi. Savoir prévoir dans le flou et le désordre, une autre qualité dont on a parlé tout à l'heure, mais qui est extrêmement importante. C'est une posture un peu asiatique. Comment faire pour prévoir quand on ne peut pas prévoir? Finalement, c'est comment on gère les paradoxes dans le monde d'aujourd'hui. Et puis pouvoir réunir les énergies personnelles autour d'un projet fédérateur et constructif pour l'ensemble des acteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, fédérer ces équipes, ça devient quelque chose d'absolument indispensable. On ne peut pas juste demander à ses collaborateurs, comme on le faisait hier dans un modèle plus bureaucratique, où la légitimité managériale passait par la compétence technique et également par un modèle d'autorité. Aujourd'hui, les jeunes générations ne se comportent plus du tout de la même manière et on n'a pas non plus la même façon de les mobiliser. Pas leur dire juste vous faites comme ça parce que c'est comme ça. Bon, alors tout ça, globalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire se montrer plus intelligent. Alors qu'est-ce qu'on entend par intelligence? Alors comme le propose Robert Steinberg, qui est professeur de psychologie à Yale, il définit l'intelligence comme l'ensemble des habiletés que l'individu organise pour s'adapter au milieu dans lequel il vit. C'est en fait tout ce qu'on arrive à mobiliser pour s'adapter au mieux à l'environnement dans lequel on est. Donc c'est bien évidemment pas une mesure qui est facile à faire, puisque ça va dépendre en fait, du monde géographique, sociopolitique dans lequel on se trouve, cette définition de l'intelligence. Un homme préhistorique à l'époque ne devait pas mobiliser les mêmes compétences que nous devons mobiliser aujourd'hui. Alors aujourd'hui, une approche pluridisciplinaire permet d'élargir ce que ce terme revêt. Qu'est-ce qu'on entend par intelligence? On a un petit peu bougé. Il y a une dizaine d'années, on considérait vraiment que c'était une chose un peu figée, statique, qu'on pouvait mesurer avec des tests comme le Binet, voilà, donc, qui était très très corrélé en fait, au niveau scolaire. Et on se rend compte aujourd'hui que c'est bien insuffisant pour mesurer ce qu'on appelle l'intelligence, c'est-à-dire notre capacité à nous adapter au monde. Alors déjà des courants philosophiques, des penseurs contemporains comme Bruyéron, comme Maffezoli, comme Laplantine, nous ouvrent des champs qui remettent en question la nécessité de dichotomie qu'on a faite longtemps entre le corps et l'esprit, qui était prônée par Platon, et qui a été aussi remise, enfin en tout cas ce qu'on en a compris des philosophes des Lumières, c'est un petit peu ce qu'on en a retenu. Les récents travaux des neurosciences qui montrent aussi la nécessité de relier plusieurs types de ressources pour pouvoir prendre une bonne décision ou agir correctement de manière adaptée à son milieu. Le cerveau est le siège d'interactions complexes. Donc aujourd'hui, plutôt que d'essayer de comprendre, comme on a fait longtemps, il y a l'ère du langage, il y a l'ère de la psychomotricité, les neuroscientifiques sont en train de travailler sur ce qu'ils appellent des groupes neuronaux. C'est-à-dire toutes les connexions que nous créons, c'est un peu comme de la gymnastique. Dès qu'on travaille sur une partie des connexions de notre cerveau, on les enrichit, on les développe. Et quand on abolit ces connexions, ou quand on ne les travaille pas, il y a des carences. Les travaux de Damasio ont fait pas mal de bruit sur ce sujet, c'est-à-dire que sur des sujets qui ont eu des accidents, où les groupes neuronaux ont été coupés, par exemple, entre le cerveau limbique, qui est le siège des émotions, et le néocortex, qui est le cerveau qui nous permet les raisonnements conceptuels, la personne est incapable de prendre une bonne décision. Donc ça veut bien dire qu'on ne peut pas décider en s'appuyant uniquement sur la logique et sur nos capacités de raisonnement. Il nous faut absolument également nous appuyer sur nos émotions. Et puis enfin une étude qui a été conduite à Harvard en 2003 auprès de 3000 patrons a montré que les leaders qui réussissaient durablement étaient des personnes qui avaient développé ce qu'on appelle également une intelligence de type sensible ou émotionnel. Ce sont des gens qui n'étaient pas uniquement capables de raisonner de manière performante. Donc tous ces constats nous ont fait arriver à l'idée d'intelligence plurielle. Donc dans le monde d'aujourd'hui, il est absolument important d'utiliser l'ensemble de ces ressources.
pour faire mieux que les autres et différemment, il est indispensable d'utiliser des ressources qu'on a moins l'habitude d'utiliser. Alors l'intelligence plurielle, ce serait quoi? Ce serait la capacité de s'adapter au mieux à son environnement en explorant, en développant et en mettant en lien donc l'ensemble de ses aptitudes, qu'elles soient liées à la logique, qu'elles soient liées donc à la sensibilité, aux émotions, à la sensorialité, qu'elles soient liées à la mémoire et qu'elles soient liées à l'imagination. Alors non seulement c'est exploiter toutes ces ressources, mais c'est aussi savoir les mettre en lien, c'est-à-dire comment elles vont agir les unes par rapport aux autres, comment elles vont agir ensemble. Alors, le sensible est beaucoup décrié. On ne fait pas une part belle aujourd'hui. Dans le monde d'aujourd'hui, on entend encore des choses. Oui, c'est quelqu'un de très professionnel. On n'a absolument pas du tout su ce qu'il ressentait dans ce type de situation. Il est resté de marbre. Alors, certes, c'est des situations où il est important de garder son sang-froid, où c'est même indispensable. Il y a d'autres situations où le fait de montrer qu'on est juste un être humain peut constituer un plus. Et puis la sensibilité, l'émotion, c'est quand même une forme de proto-intelligence. C'est la première intelligence qui se développe. C'est-à-dire que le petit enfant, quand il naît, la première chose qu'il va faire pour qualifier le monde, c'est de le ressentir. Le monde va être agréable, désagréable, il va être froid, il va être chaud, il va être triste, il va être gai. Il n'a pas les capacités au départ intellectuelles pour le qualifier autrement. Donc c'est notre première manière de qualifier le monde. Ensuite, évidemment, elle doit être confrontée, c'est ce que je vous disais, être mise en lien au raisonnement, parce que sinon, on en tire des conclusions abusives. La flamme me brûle, elle m'a fait mal, donc elle est méchante. Alors non, évidemment, on ne peut pas continuer à raisonner comme ça à l'âge adulte. Il est donc important de relier les différentes formes d'intelligence. Mais la première intelligence qui nous est donnée, c'est vraiment cette intelligence du sensible. Et puis on l'oublie, on l'a un peu écrasée dans nos sociétés. On a un peu fait comme si elle nous troublait, comme si elle venait perturber notre lecture des événements. Or, si elle est conduite, si elle est canalisée, si elle est gérée, cette sensibilité, au contraire, nous rend beaucoup plus riche et beaucoup plus performants. Donc au fur et à mesure, des couches de formes d'intelligence vont se superposer et puis plus ou moins se lier. Après, ça dépend des personnes, ça dépend de l'éducation, de ce qui a été renforcé et de ce qui n'a pas été renforcé. Au bout du compte, après un certain travail, cette intelligence plurielle, quand toutes ces ressources sont mises en lien et qu'elles arrivent à fonctionner ensemble de manière performante, vont aboutir à 3 types d'intelligence qu'on va pouvoir voir à l'œil nu, qu'on va pouvoir mesurer. Donc l'intelligence sensible, elle va se mesurer comment? Elle va se mesurer dans la qualité de l'interaction avec les autres, comment on gère un conflit, comment on arrive à créer une unité dans un groupe, comment on arrive à fédérer des personnes, comment on arrive à créer des liens. Comment on arrive à ressentir une situation qui existe mais qu'on ne voit pas encore. L'intelligence de raisonnement qui va nous permettre, celle-là, on en parle beaucoup et tout le monde est d'accord sur sa définition, c'est-à-dire que l'intelligence de raisonnement, c'est celle qui nous permet aujourd'hui de nous adapter au monde technologique et le monde de chiffres dans lequel on évolue. Il est absolument indispensable. Hein. C'est pas du tout ici le procès de l'intelligence de raisonnement, elle est indispensable. Et puis l'intelligence d'action, c'est-à-dire comment je mets tout ça en œuvre pour décider intelligemment et pour agir de manière performante. Donc toutes ces ressources que nous mobilisons, si nous y parvenons, nous arrivons à les mesurer dans ces 3 types d'intelligence. Alors la richesse du potentiel sensible, c'est à la fois donc, ces émotions dont je vous ai parlé, qui nous donnent la possibilité d'intégrer un processus de logique flou, hein, qui fait partie d'ailleurs des nouveaux modèles mathématiques qui ont été développés. Les mathématiciens se disant bah, finalement les modèles mathématiques traditionnels ne permettent plus de décoder le réel qui est devenu trop complexe. Donc dans les processus de logique floue, c'est comme si on rajoutait de l'émotion, de manière artificielle. Mais bon, c'est aussi intéressant de l'utiliser de manière naturelle. Voilà. La sensibilité, c'est l'activité, comme je vous disais, par laquelle le divers nous est rendu. C'est par ce sensible qu'on arrive à percevoir toutes les nuances et toutes les finesses du monde qui nous entoure, à condition qu'ils ne nous envahissent pas. Et donc, assumée comme une ressource, elle permet aux leaders d'aujourd'hui de réussir durablement dans un monde qui nécessite justement de développer ce sens des nuances. Alors la bonne nouvelle, hein, c'est que l'intelligence plurielle se développe. C'est-à-dire que ça n'est pas donné au départ.
Ce qui est donné au départ, comme je le disais, c'est d'avoir des organes perceptifs, comme les yeux, les oreilles, le goût, le toucher, que tout le monde a plus ou moins développé. Et ensuite, en fonction des cultures, l'éducation va nous permettre de travailler l'intelligence de raisonnement, va nous permettre de travailler l'intelligence d'action. Et puis à un moment donné, on fait un constat, on dit tiens, telle personne, l'intelligence sensible, c'est pas ça, hein, c'est plutôt quelqu'un, c'est un homme d'action. Cette personne-là, c'est plutôt l'intelligence rationnelle qui la caractérise. Eh bien, ça se travaille. C'est possible de développer l'intelligence plurielle. Alors, on peut décrire ce travail en 7 étapes. D'abord, la première étape, c'est le développement d'une juste estime de soi. L'important, c'est de se connaître, ça c'est pas nouveau. C'est-à-dire quels sont les types d'intelligence que je sais utiliser, quelles sont les ressources que je sais utiliser, quelles sont les premières mises en lien que j'ai su faire personnellement, et comment je peux avancer sur ce chemin-là, comment je peux aller un peu plus loin. Mais le tout, c'est de se connaître de manière juste, c'est-à-dire pas se sous-estimer, pas non plus se surestimer. La deuxième étape, c'est la découverte des attitudes qui vont être absolument indispensables pour développer une intelligence plurielle. C'est-à-dire qu'une compétence, c'est un comportement aussi qu'on va devoir travailler, hein, dans ce cas de figure. Ça, c'est le bout de l'histoire. La première étape, c'est d'être dans une disposition, une attitude, qui permet ce travail. Alors on a essayé de la définir de 3 manières, cette attitude. On ne peut pas, en étant totalement fermé, s'ouvrir à quoi que ce soit. C'est pour ça que je parle d'attitude. Donc la première attitude, c'est, on a qualifié de l'attitude de l'explorateur. L'explorateur, c'est celui qui va être curieux, qui va avoir envie de découvrir, d'aller plus loin, qui va s'émerveiller et s'étonner de tout ce qui l'entoure, y compris des choses qu'il a déjà vues et qu'il va essayer de voir autrement. Donc c'est vraiment une attitude. On peut aller se rendre à son bureau tous les matins et se dire tiens, je ne vais pas passer par le même chemin, ou tiens, aujourd'hui je regarde les pieds des gens, ou demain je regarde les vitrines, je ne sais pas. Une façon de regarder le réel autour de soi qui nous enrichit, qui fait qu'on n'est pas dans une routine. Donc ça, c'est une première attitude. Deuxième attitude, qu'on a qualifiée de bâtisseur nomade. Aujourd'hui, il s'agit de construire, de savoir vraiment mettre en place des éléments pour bâtir l'avenir. Mais on ne peut pas construire comme on construisait jadis, avec des fondations, un immeuble qui va rester toujours à la même place et dont on se dit, comme on a des magnifiques bâtiments quelques siècles plus tard, qui sont toujours là. Non, le monde bouge trop vite. Aujourd'hui, il faut savoir construire, il faut savoir aussi déplacer ce qu'on a construit. Donc remettre en question en permanence ce qu'on a bâti, et le bâtir de telle sorte qu'on puisse le déplacer. Et la troisième attitude, que j'ai appelée, parce que je ne voyais pas trop de termes plus propres pour définir ce que je veux dire, maintenant on peut aussi voir les limites du terme, mais l'attitude du sage oriental. Pourquoi ? Parce qu'il est dans une non-finitude. Le sage oriental accepte les paradoxes, il accepte les contradictions, il accepte ce qui est à la fois fini et pas fini, il accepte ce qui est et ce qui est aussi son contraire. C'est une attitude, une posture qui lui permet d'accepter le flou, d'accepter ce qu'il ne comprend pas. Il l'accueille. C'est pour ça qu'aujourd'hui c'est extrêmement important. Le monde bougeant tellement vite, on ne peut pas tout comprendre ou tout maîtriser. Voilà. Donc ces 3 attitudes, qui sont la deuxième étape pour développer son intelligence plurielle, c'est d'être dans ce type de posture. Alors la troisième étape, c'est l'exploration de l'ensemble de ses ressources. Comment je vais me mettre en situation d'exploiter mes capacités sensibles, d'exploiter mes capacités sensorielles, ma mémoire, mon imagination. Donc là, on verra tout à l'heure que ce sont des expériences particulières qui vont nous permettre de travailler ces différents types de ressources. Quatrièmement, harmoniser ces ressources qu'on a explorées en les confrontant à l'action. C'est-à-dire il ne suffit pas d'être uniquement spectateur. C'est intéressant d'être spectateur parce qu'on voit chez les autres des choses qui font écho chez nous, mais pour les mettre en musique, je dirais, ces ressources, il faut les agir, il faut faire, il faut être impliqué dans l'action. Donc ça, c'est un parti pris fort pour le travail de l'intelligence plurielle. Cinquièmement, l'enrichissement de sa propre intelligence plurielle au sein d'un collectif. C'est-à-dire que très bien, si on arrive à développer personnellement son intelligence plurielle, c'est formidable.
L'entreprise aujourd'hui, c'est une équipe, c'est une organisation avec des femmes et des hommes qui travaillent ensemble. Donc l'intelligence plurielle, si elle est laissée de côté pour une seule personne, ça ne sert à rien. L'important, c'est de partager et de pouvoir la travailler ensemble et de créer de la valeur collective. Ensuite, un sixième point qui est l'entraînement, la musculation au quotidien. Ce que je vous disais tout à l'heure, comme les groupes neuronaux qui apparaissent quand on travaille et qui disparaissent quand on ne travaille plus, la fonction. Là, de la même manière, l'intelligence plurielle se développe. Si on arrête de la travailler, voilà, ça peut disparaître. C'est important d'avoir cette volonté soi-même d'entraînement au quotidien. Comme dans l'exemple que je vous prenais tout à l'heure. Et tiens, si je regardais les choses autrement aujourd'hui. Et septièmement, la mise en place de témoins, d'indicateurs qui nous permettent de voir si on est toujours bien en phase avec cette idée d'intelligence plurielle ou si on est à côté. D'avoir des feedbacks, des indicateurs, des jalons en fait, qui nous permettent de savoir si on reste sur la route ou si on sort du chemin. Voilà les 7 étapes. Alors, comment on fait ? Quelles sont les pédagogies adaptées au développement de cette intelligence plurielle? Alors, elles s'appuient d'abord sur une variété de méthodes pédagogiques. Parce que si on veut travailler différentes ressources, différents types de ressources, on est quand même bien obligé d'utiliser différents moyens. Pour ce qui nous concerne, on va appeler nos pédagogies des pédagogies dites décalées, dans la mesure où elles déplacent. On parlait de l'attitude de l'explorateur, elles permettent à la personne de se placer à un endroit où elle ne voit plus les choses de la même manière. Donc il y a un phénomène de déstabilisation, il y a aussi un phénomène de plaisir. Il y a la notion de jeu, il y a la notion d'avoir envie de se faire plaisir quand on se déplace de cette manière. Donc déstabiliser, oui, mais quand même avec du plaisir et avec également de la rassurance. Il ne s'agit pas de mettre les gens en déséquilibre et de les faire tomber. Il s'agit de les mettre en déséquilibre pour les obliger à aller puiser des ressources qu'ils n'ont pas l'habitude de travailler. Ces pédagogies accordent un rôle déterminant aux émotions. C'est-à-dire qu'on sait très bien, en tant que pédagogue, qu'on retient beaucoup mieux ce qui nous a marqué en termes émotionnels, soit positivement, soit négativement. Évidemment, on va se concentrer sur le positif. Hein. Il est hors de question de faire des ancrages sur des émotions négatives. Les émotions provoquent aussi un décalage par rapport à l'inhabituel. L'émotion en tant que ressource, en tant que quelque chose qu'on va travailler, qu'on va mettre au travail. Il ne s'agit pas seulement de la ressentir, l'émotion, il s'agit d'en faire quelque chose. Qu'est-ce que j'ai ressenti ici et maintenant? Ça évoque quoi pour moi? Quel lien je fais par rapport à ma vie professionnelle? Et comment, avec une pensée analogique que je vais développer, comment, en travaillant de manière créative, je vais trouver des solutions différentes pour gérer ces émotions que je peux ressentir par ailleurs. Donc, effectivement, troisième point, ces pédagogies développent la pensée qu'on appelle analogique et latérale. On va essayer de faire des ponts. On va vivre des choses qui, peut-être dans un premier temps, semblent n'avoir rien à faire avec le monde de l'entreprise, et en même temps, on va se rendre compte que ce qu'on vit ici et maintenant, au présent, a tout à voir avec le monde de l'entreprise, parce qu'il s'agit de soi, et que soit ici et soit là-bas n'est pas une personne différente. Et qu'on va développer des réflexes qui sont les mêmes, ou en tout cas qui ont des liens avec ceux qu'on développe dans la vie professionnelle. En revanche, ici et maintenant, on va trouver des ressources qu'on ne travaille peut-être pas ailleurs. Et c'est ça l'important, c'est trouver des solutions justement pour créer cette longueur d'avance et réfléchir autrement. Alors qu'est-ce qu'on utilise comme type de pédagogie décalée? Le jeu. On peut inventer des jeux. Alors le voyage, il peut être réel. On a parfois eu des expériences, notamment en Afrique, de déplacement réel. Il peut être virtuel ce voyage, on peut aussi faire voyager les gens de manière virtuelle. Par exemple dans un roman historique sur le pouvoir, où on va travailler sur la vie de Kubilai Khan pour réfléchir à l'exercice du pouvoir. Et puis enfin, la pratique artistique. Alors là je vais faire un focus particulier. En observant les artistes, en réfléchissant de l'intérieur à la pratique artistique, on se rend compte que finalement, ces personnes confrontées à une expression artistique ils le font naturellement, justement utiliser l'ensemble de ces ressources. Quand on fait du théâtre, quand on fait de la peinture, quand on fait de la photographie,
la première chose qui est en jeu, c'est d'abord le corps. On est dans une forme de sensorialité. Il y a les yeux, il y a le corps, il y a le mouvement. Tout va contribuer à percevoir le monde d'une certaine manière. Et ça, donc, ces ressources sont utilisées par les artistes. Il y a évidemment le sensible, c'est-à-dire les nuances. Un plasticien qui va créer une œuvre, à un moment donné, va savoir exactement à quel moment il va considérer que son tableau est fini. Il y a un détail près, il peut se dire zut, raté, je vais aller trop loin, il faut que je recommence. Donc il y a vraiment cette nuance, cette sensibilité, cette subtilité de l'artiste qui est en jeu aussi au moment où il travaille. Et puis évidemment son imagination, sa créativité. Donc le fait d'utiliser des immersions artistiques est vraiment un outil formidable pour développer les ressources de l'intelligence plurielle. L'artiste, mieux que tout le monde, va chercher les confrontations à la différence, à l'inattendu. Il va se mettre quelque part en danger dans le sens où il n'est pas dans un environnement connu. Donc on va essayer d'emprunter un peu à l'artiste un peu de son talent. Ça ne veut pas dire qu'on va transformer les gens en artistes, hein. C'est absolument pas le but. D'ailleurs c'est une autre dimension très intéressante chez l'artiste, c'est qu'il n'est pas uniquement focalisé sur le but. Ce qui est important aussi pour lui, c'est le chemin. Qu'est-ce qu'il va découvrir sur le chemin, en marchant. Et sur ce chemin-là, on a aussi, nous, des tas de choses à découvrir, peu importe le but. Je veux dire, quand on commence à faire travailler en entreprise des gens avec l'art plastique, on ne s'attend pas à faire une exposition au musée d'art moderne derrière. C'est pas important, c'est pas ce qu'on cherche. Quand on fait du théâtre, on ne va pas se produire peut-être des Champs-Élysées, c'est pas non plus l'objectif. L'objectif, c'est le chemin et tout ce que chacun va pouvoir découvrir sur lui, découvrir sur les autres, et trouver comme nouvelles ressources pour agir et pour décider. C'est ça qui est important. Alors on peut agir, on peut travailler notre intelligence plurielle en agissant l'art, hein, c'est-à-dire en étant immergé dans des expériences artistiques. On peut aussi la travailler en observant. Donc nous, c'est vraiment un parti pris fort, je vous ai dit tout à l'heure, c'est que les gens doivent être immergés, vraiment en état de faire, confrontés à cette difficulté de faire, ou ce plaisir de faire, hein, les deux. Mais également, en tant que spectateur, je me souviens d'un atelier théâtre où une personne avait eu une expérience malheureuse dans un séminaire de communication où un acteur les avait fait travailler, elle avait été traumatisée, elle ne voulait plus jamais monter sur un plateau. Donc on l'avait laissé à l'extérieur du plateau regarder. Et en fait, c'est une femme qui était directrice commerciale, qui était quelqu'un de très énergique, qui était beaucoup dans l'action, qui était vraiment quelqu'un d'actif. Et pour une fois, le fait de rester en retrait et de regarder ce qui se passait sur le plateau lui a fait découvrir, là aussi, ça lui a fait regarder les choses autrement. Elle a été obligée de ne pas bouger et de ne pas parler pendant un quart d'heure, et ensuite elle est revenue sur le plateau en disant j'ai appris des tas de choses, maintenant j'ai envie de faire. Donc c'est intéressant aussi de laisser les gens à la place qui leur convient pour démarrer le travail. On les accompagne en les prenant de là où ils partent pour les amener un peu plus loin. Un peu plus loin, ça peut être là, un peu plus loin, ça peut être là. Ça dépend des gens. Alors, pour terminer, avant de vous faire passer à un exercice pratique, donc, quelques exemples d'interventions en entreprise concernant l'intelligence plurielle. Nous avons utilisé la photographie dans une équipe de direction où la directrice, qui était relativement récente dans l'entreprise, venait d'une entreprise extrêmement structurée, très rigoureuse, et arrivait dans cette nouvelle entreprise, qui était une entreprise américaine, extrêmement libre, où les gens se tutoyaient, étaient tous habillés en jean, enfin bon. Et cette personne, en plus, était d'origine asiatique. Il y avait donc une difficulté à se comprendre dans cette équipe qui était incroyable. C'est-à-dire que toute l'équipe rejetait cette nouvelle responsable qui, pour eux, était rigide, on ne comprenait pas comment elle fonctionnait, elle était trop discrète, enfin bon, bref. Il y a vraiment une focalisation sur cette personne. On a utilisé la photographie comme un outil de regard. L'idée là, il y avait 6 personnes dans ce groupe, c'était que chacune des personnes puisse photographier chacune des autres, en prenant un parti pris de photographie. C'est-à-dire en disant, moi ce que j'ai envie de faire ressortir chez cette personne, c'est son côté fier, par exemple. Alors
comment je vais faire? Je vais peut-être la photographier en ombre chinoise avec le nez en l'air comme ça, derrière un drap, comme ça je vais faire ressortir ce côté-là. Bon, etc. Donc chaque personne s'était retrouvée, à l'aide évidemment d'un photographe professionnel spécialiste du portrait, s'était retrouvée avec 6 portraits qui évidemment n'avaient rien à voir. Alors c'était extrêmement intéressant et même la responsable, c'était finalement pas si stéréotypé que ça, la vision d'elle qu'avaient ses collaborateurs. Il y avait beaucoup de nuances à travailler derrière les portraits qui ont été ressortis. Donc c'est extrêmement intéressant ensuite de discuter, d'échanger autour de ces représentations qui ont permis de débloquer en fait cette histoire de regard figé, puisque c'est ce regard figé qui crée le conflit. Donc on a ouvert un champ ensuite qui ont permis aux gens de se connaître autrement, de se voir autrement. Une autre expérience, une équipe créative, une équipe de créatifs dans un laboratoire d'un parfumeur, où en France on a de plus en plus de difficultés à être libre en termes de créativité, parce qu'il y a des normes très strictes en termes de produits chimiques qu'on n'a pas le droit d'utiliser, etc. Alors, comme c'était un groupe américain, tous les prix de créativité étaient gagnés par d'autres pays et l'équipe française était vraiment complètement démoralisée. Donc le patron nous a dit, mais écoutez, essayez de les relancer sur une démarche dynamique, parce que là ils sont vraiment complètement arrêtés. Ils se disent, on a trop de contraintes, on ne peut pas créer. Donc là ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé le cinéma, la réalisation d'un court-métrage sous contrainte. Donc vraiment c'était de dire, voilà, là je vous dis n'importe quoi, c'était pas ça, mais vous devez utiliser le mot chapeau, vous devez dire telle phrase, il y a tant de personnages, ça doit durer tant de temps. Et c'était par sous-équipe, on a eu donc 2 courts-métrages différents avec ces différentes contraintes qui étaient extrêmement surprenants et tout à fait créatifs. Donc en fait, l'idée là, c'était de décaler la vision des choses, là aussi, et de montrer à ces personnes que finalement la contrainte pouvait être un outil de créativité, pouvait être un tremplin. Une autre expérience donc avec le théâtre, là on est intervenu dans une université d'entreprise ou dans un séminaire qui s'appelait Oser le changement, plus jamais la routine, donc justement sur l'idée de se dire on fait toujours les mêmes choses, à un moment donné on est encodé d'une certaine manière, on ne se rend même plus compte de ce qu'on fait. Et là il s'agissait de dirigeants, soit de membres de comité de direction, soit de directeurs généraux de filiales, qui se retrouvaient dans cette université et qui, pendant 5 jours, écoutaient des propos sur le changement. Il y avait un anthropologue, un spécialiste du changement dans le domaine bancaire, un consultant fil rouge qui expliquait les cycles du changement. Et puis le responsable pédagogique nous a dit, écoutez, c'est vraiment important que les gens se rendent compte, se souviennent de ce que ça fait le changement, quand on le subit, soi. Et émotionnellement, pas seulement intellectuellement. Donc, on a fait un atelier théâtre qui permettait, par une sorte de métaphore, une suite d'exercices, de mettre les géants, les personnes, en situation, alors oui, de subir, mais dans cette soumission de choisir quand même une part aussi de ce changement. Et ça a été pour eux une expérience extrêmement forte. On a revu des gens 3 ans après qui s'en souvenaient encore. Et le responsable pédagogique nous avait dit à l'époque que les personnes qui avaient suivi ce séminaire, terminant le séminaire sur un business case, n'avaient jamais été aussi créatifs et performants que cette session-là où il y avait eu cette ouverture en fait, émotionnelle et sensible. Et puis on a également, comme vous pourrez le constater tout à l'heure, fait une expérience avec le chant, et là je vous en dirai pas plus parce que on va les vivre ensemble. Donc le chant est aussi quelque chose qui permet de travailler sur l'énergie collective. Voilà, donc je vous remercie beaucoup d'avoir été si attentifs pendant cette présentation. Donc je répondrai à toutes vos questions à la fin de l'atelier. Là maintenant, on va se mettre en mouvement et se mettre en action, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Merci beaucoup.